Du coup, premier mois, 10K, donc ça marche bien, vous sentez qu'il y a une traction. Le format UGC commençait à bien cartonner aux US. En France, personne n'en parlait à ce moment-là. Le plus important, c'est le hook. Donc ça va être les premières secondes de la vidéo qui font qu'une vidéo est regardée ou non. On s'achetait un petit peu de matos, des bons smartphones, des stabilisateurs, ce genre de trucs. On essayait de faire un petit peu des vidéos dans le style UGC. Tu peux faire une très très bonne vidéo qui va te coûter 2-3 000 euros avec un budget, des caméras, des acteurs, etc. Si au début c'est éclaté que personne ne regarde, ça sert à rien. Exactement. T'as juste lâché 2 000 euros pour une vidéo que personne ne verra. Moi, j'avais déjà été entrepreneur, donc je connaissais les bons et les mauvais côtés de l'entrepreneuriat. Je savais en tout cas ce que ça exigeait. Donc je savais que je voulais y aller. En ce mois de septembre, on est à 33 000 euros de CA mensuel. Julien, Aymeric, comment ça va? Ça va super bien, merci. Salut Flo, super content d'être là avec toi. Super content aussi. Très bien et ravi de profiter de ma semaine à Paris pour se voir. Voilà, on dirait que je suis un arbitre, que il y a un petit match, mais c'est drôle parce que vous avez toujours cette sur LinkedIn le côté pas concurrence, mais c'est une concurrence saine. Il y en a un qui tire sur le, si je peux dire le jeune, sur le à chaque fois le vieux. Souvent c'est ça. Ouais, c'est un peu la marque de fabrique. Sans aucune méchanceté évidemment, Julien. Non, complètement, il n'y a pas de problème. En fait, on a toujours aimé se mettre des tacles. Donc sur LinkedIn, en fait, LinkedIn ne reflète que ce qu'on fait aussi dans la réalité, même carrément devant des clients. Des fois, on aime bien se balancer des petites piques pour déconner, mais on se force pas et on s'est même dit que c'était une petite marque de fabrique, donc on a décidé de le garder, quoi. Ouais, non, c'est très sympa. Il y a le côté proximité et aujourd'hui, même pour les agences, on a besoin de, je trouve en tout cas, que ce soit moins formel comme avant avec un truc très standardisé. Donc non, c'est top. Aujourd'hui, on va pas parler de piscine. Non, on va plutôt parler de... Oh, c'est intéressant, les piscines. Ouais. J'ai travaillé avec des piscinistes. C'est vrai, oui, il y a, en ads, t'avais un client qui faisait des ads. J'avais un client qui était un gros constructeur de piscines, c'était les piscines d'Ifazur, ouais. Ok. Ouais. Aujourd'hui, on va parler plutôt d'UGC. Déjà, peut-être pour vous présenter, Julien, cofondateur de Click-Ads, c'est ça? Et Aymeric, cofondateur de Click-Ads. Exactement. On s'est connu avec Aymeric dans une agence média Sophiepolitaine. Donc moi, j'avais été recruté pour créer et développer la BU Social Ads. Et donc j'avais une petite équipe que je voulais renforcer, et donc j'avais recruté Aymeric qui était consultant social ads dans la BU. Et puis assez rapidement on est devenu potes en fait. On s'est super bien entendu. On était alignés sur pas mal de sujets, notamment sur le sujet de la créa, puisque c'est intrinsèque à l'univers des social ads. Et puis donc on faisait pas mal de veille là-dessus, et le format UGC commençait à bien cartonner aux US. En France, personne n'en parlait à ce moment-là. On regardait aussi pas mal ce que faisait Savannah Sanchez, qui est la grande prêtresse du format UGC en Californie. Et puis avec Aymeric, on s'est dit tiens, c'est cool ce format de vidéo. C'est un côté très market. Ça nous plaisait beaucoup, donc. On s'achetait un petit peu de matos, des bons smartphones, des stabilisateurs, ce genre de trucs. On a essayé de faire un petit peu des vidéos dans le style UGC. Et puis on en a proposé aux clients qu'on avait à l'époque. On a essayé, puis on a vu que ça fonctionnait bien. Toujours dans l'agence où vous étiez. Alors toujours dans l'agence où on était, c'était vraiment en mode test, quoi. On a essayé, on a eu des bonnes perfs avec ces clients-là. Et puis on avait proposé à nos patrons à l'époque. Ouais, c'est ça. En fait, à la base, le projet, ça avait toujours été de monter un truc avec Julien, de le séparer un peu de cette agence dans laquelle on travaillait et de créer une agence à part entière. Le projet est tombé à l'eau pour plein de raisons qu'on va pas détailler parce que ce serait beaucoup trop chiant. Mais voilà, c'est honnête. Mais voilà, ça s'est pas fait. Du coup, on leur avait proposé ça, on leur avait proposé de monter, on va dire une business unit dans la business unit pour la créa. Ils nous ont dit non. Donc on a dit pas de souci. Du coup, est-ce que ça vous dérange qu'on le fasse en side business à côté de notre taf à l'agence? C'est ce qu'on a fait. Et puis finalement, en fait, très rapidement, on a fait 3-4 posts LinkedIn et sur le premier mois, on a signé un peu plus de 10 000 euros de contrat. Ce qui fait que en fait ça s'est développé assez rapidement au début puisque personne communiquait sur ce sujet en France, mais il y avait déjà un gros besoin.
Donc voilà, ça s'est développé plutôt rapidement au début. On s'est vite retrouvé sous l'eau à devoir gérer un boulot le jour et un boulot la nuit presque. Et sachant qu'on faisait tout nous-mêmes à l'époque, toutes les créas, montage, on faisait tout aussi. Ouais. Et puis on faisait tout ensemble à l'époque avec Emric. On faisait les calls commerciaux, on faisait les tournages, on dénichait du coup les créateurs, si on peut dire ça, parce qu'à l'époque des créateurs, il y en avait pas. Aujourd'hui, t'as que ça. Il y en a tous les 3 mètres. Alors qu'à l'époque, t'en trouvais pas un. Donc voilà, fallait qu'on cherche des gens dans notre entourage en premier lieu. Et voilà, et on faisait tout, les calls commerciaux, les tournages, le montage, la relation client, etc., etc. Alors c'est sûr que d'un point de vue financier, on était pas mal. Entre le salaire de l'agence et ce qu'on se faisait à côté en free, on était bien. Mais par contre, on était on était en PLS par contre. Ouais, franchement. Je pense que les mois de juillet et août de 2022, j'ai jamais autant travaillé de ma vie. T'as vu beaucoup le soleil. Ouais, exactement. Je suis parti en vacances, mais je suis pas sorti de la maison pendant les vacances. J'ai fait que bosser. Donc, du coup, premier mois 10K, donc ça marche bien. Vous sentez qu'il y a une traction. Ouais. Donc, à ce moment-là, vous n'avez pas encore quitté le CDI. Vous êtes toujours. Toi, t'es head of social. C'est ça. Je suis head of social as, donc de l'agence. Ouais. En fait, c'est une vraie discussion qu'on a avec Emric. C'est comment on gère la suite. Dès le premier mois, vous dites qu'est-ce qu'on fait? Alors, on savait, à la fin du premier mois, on savait qu'on voulait vraiment se concentrer là-dessus et le développer. Ouais. Après, c'était comment. Voilà. Ouais. Emric a donné sa dème en août. On a lancé le truc en mai, il me semble. Ouais. Donc Emric, il a donné sa dème en août. Et moi, je lui ai dit, je te rejoins. Mais je vais d'abord négocier une rupture conventionnelle avec l'agence. T'as eu confiance qu'ils te disent pas bon finalement je reste en fait. Ouais, en fait moi je voulais il y a 2 trucs, c'est que ça me brûlait les doigts en fait. Je voulais développer ça le plus rapidement possible. Et le deuxième truc, c'est que je me plaisais pas spécialement dans cette agence-là, donc je voulais aussi dans l'agence ou dans le format CDI. Un peu des deux, honnêtement, parce que j'ai évidemment rien contre le CDI en soi, mais ça me correspondait un peu moins parce que je voulais aussi, enfin il y avait des petits désaccords stratégiques, ce qui est toujours normal, je pense. Mais voilà, je voulais tester mes idées stratégiques et voilà, en fait moi j'y suis allé sans parachute. J'ai dit OK, je pose ma dème, sachant que on a signé à peu près 10 000 euros ou 11 000 euros, je sais plus, sur le premier mois. Mais après, en fait, on a tellement galéré et taffé pour délivrer qu'on n'avait plus du tout le temps de communiquer. Et du coup, forcément, il y avait plus de leads qui arrivaient. Donc, entre le moment où j'ai posé ma dème et le moment où je suis parti, je crois qu'on a dû recevoir peut-être 1 ou 2 leads. Ouais. Donc, je commençais, j'avoue, je flippais un petit peu. Mais bon, j'avais plus le choix. Je me suis lancé. Au final, je crois que le premier mois où j'étais à 100% et où Julien était encore dans l'agence, je crois qu'on fait 2 000 euros de CA. Donc effectivement, le début a pas été simple. Et puis après, en fait, petit à petit, je crois qu'en octobre, c'était encore très limite. Et à partir de novembre, quand Julien m'a rejoint, c'est là qu'on a commencé à faire, je sais plus, peut-être entre 12 et 15 000 de CA à 2, sachant qu'on était tous les deux en freelance. Et c'est là qu'on a vraiment pu commencer à tous les deux se verser un salaire correct et être un peu plus serein financièrement, à pas se dire ok, là il faut signer des clients, sinon à la fin du mois on se paye pas et le mois prochain on ferme. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que en fait Emric, comme il l'a dit, ça lui brûlait les doigts. Et puis, Emric est plus jeune que moi, donc il s'est mis les couilles en bandoulière. Et puis, il a sauté, quoi. Moi, j'avais déjà été entrepreneur. J'avais déjà monté une boîte quelques années plus tôt, donc je connaissais les bons et les mauvais côtés de l'entrepreneuriat. Je savais en tout cas ce que ça exigeait. Et moi, aujourd'hui, j'ai 43 ans, j'ai une maison. J'ai un mariage, 2 enfants, donc je savais que je voulais y aller, mais sachant ce que ça impliquait, je voulais pas y aller n'importe comment. Moi, je pouvais pas sauter comme ça d'un coup, comme l'avait fait Emric. Donc j'ai pris le temps en fait,
de négocier une rupture conventionnelle avec mon patron, de préparer un petit peu les choses. Et du coup, je suis parti en octobre et comme l'a dit Aymeric, on était tous les deux à 100% en novembre, ce qui a permis du coup, voilà, c'est ça, de reprendre les choses bien, de grossir doucement. Et puis finalement, je pense que c'est vraiment à partir de janvier 2023 où on est vraiment sur une ascendance en fait, avec là en ce mois de septembre, on est ce qu'on disait tout à l'heure quand on s'en parlait entre nous, on est ISO avec le mois d'août, donc on est à 33 000 euros de CA mensuel. Un beau CA. Pardon ? Un beau CA. Donc on est plutôt content, ouais. Après, ça dépend, je connais pas les objectifs qu'il y a derrière, mais on est à 70% de marge, si je dis pas de bêtises, approximativement. Et là, on a recruté donc 2 personnes en CDI, une créative stratégiste qui s'appelle Chloé et Bilal qui est sur la partie media buying. Big up à eux, Chloé, Bilal, si vous nous regardez. Non, mais c'est vrai que c'est super intéressant par rapport à ce que tu disais sur le côté tu sautes dans le vide, pas forcément. Alors pour le CDI aussi parce que tu avais envie de voir si ça pouvait fonctionner. Et moi en fait c'était exactement ça. Tout simplement de créer quelque chose et de le développer à 100%. Parce que quand j'étais en free et en CDI, t'as que 24 heures dans une journée. Et quand tu fais 8 heures au CDI, c'est compliqué d'aller faire beaucoup plus sur tes projets. Et quand tu vois que ça fonctionne un petit peu, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe si, en fait, je m'y mets tous les jours? Et non, je me retrouve complètement dans ce que tu dis. Donc là, aujourd'hui, 33K, c'est un beau CA. Vous avez... comment ça se passe, la répartition? C'est 50% de media buying, 50% du GC. C'est à peu près ça. En fait, au début, on s'est lancé que sur l'UGC. Et le media buying, à la base, on n'était pas forcément d'accord sur le fait de faire du media buying ou pas. On a décidé d'en faire, mais de pas communiquer dessus. Pour garder l'aspect UGC et communiquer uniquement sur l'UGC parce qu'on sentait qu'il y avait une traction. Sur le media buying, au final, sans communiquer, juste avec quelques clients qu'on avait récupérés de notre précédent réseau, plus le bouche à oreille qui s'est enchaîné, au final, là, on doit faire plus ou moins 50-50 entre UGC et media buying. Peut-être qu'il y a encore une petite dominance UGC, mais c'est à peu près ISO. En fait, avec Aymeric, on a appris à s'écouter parce que au tout début de l'aventure, on s'est rendu compte que on était associé, cofondateur, co-CEO entre guillemets, dans la mesure où finalement on n'avait jamais vraiment tranché sur ce sujet-là parce que c'était pas une priorité en fait pour nous à ce moment-là. Et Aymeric avait ses idées, moi j'avais les miennes. Alors forcément elles n'étaient pas incompatibles, sinon on n'en serait pas là où on en est aujourd'hui et ça aurait pas fonctionné. Mais Aymeric avançait l'argument que le UGC c'était la tendance du moment, qu'il fallait miser là-dessus et il avait raison. Il pensait que le paysage social ads était un petit peu qu'il y avait un petit peu trop de concurrence et que c'était pas forcément intéressant de mettre en avant le côté media buying. Là non plus, il avait pas forcément tort sur le côté communication en tout cas parce que il faut pas brouiller les pistes. En fait, un client, faut qu'il comprenne que tu as une expertise et qui fait tout ne fait rien. Donc c'était bien d'avoir ce côté vraiment UGC. Par contre, moi, je défendais quand même la thèse selon laquelle, oui, on a des concurrents, mais on est dans le game des Facebook Ads depuis un petit moment, on rayonne là-dessus depuis un petit moment. Je suis pas certain que on puisse pas quand même se faire une place. Et en fait, on s'est rendu compte que tous les deux, on avait eu tous les deux raison en fait, parce que Aymeric a insisté et il a eu raison de me convaincre là-dessus de mettre en place l'abonnement UGC qui nous permettait de créer de la récurrence sur l'offre UGC. Et moi, j'ai pas lâché non plus sur le fait d'accepter des projets en media buying. Surtout que moi, j'ai toujours conservé finalement ce côté geek. J'adore les Facebook Ads. T'aimes mettre les mains dans la plateforme. Ouais. J'ai jamais réussi en fait à me détacher vraiment à 100% et à me dire ok, maintenant je suis un entrepreneur, faut que je me focalise à 1000% sur la croissance de ma boîte. La strat, ouais. J'ai toujours voulu quand même garder un petit orteil dans les Facebook Ads. Et donc du coup, on a eu raison tous les deux puisque aujourd'hui on est à 50-50 sur le UGC et sur le media buying. Sur la partie UGC, les 50% de CA qu'on réalise là-dessus, c'est en grande partie grâce à l'abonnement qu'a imaginé Aymeric. Et justement,
Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'au début, quand on s'est lancé, on était au taquet ensemble sur tous les aspects du business, sales, prod, trucs. Il y a eu une étape intermédiaire où on s'est dit on va pas y arriver comme ça, si on veut croître, faut qu'on se répartisse. Moi, au final, je me suis rendu compte que mes scripts, ils étaient pourris, alors que ceux d'Emeric, franchement, ils déchirent. Les scripts les scripts UGC, pardon. Okay. C'est vrai que voilà, je suis pas rentré dans les détails du process, peut-être que Emeric l'expliquera après beaucoup mieux que moi. Mais il y a une étape qui consiste à rédiger les scripts de ce qui va se dérouler dans les vidéos. Le hook, ouais. Les différents plans, ce que le créateur ou la créatrice doit dérouler comme discours, ce qu'on met en incrustation comme texte, etc. Et moi, mes textes, ils étaient trop longs, trop compliqués. Et aujourd'hui, on voit qu'on a fait le bon choix à plein de niveaux parce que les vidéos qu'Emeric a drivé, on voit nos clients sont ravis, les perfs sont très très bonnes. Donc du coup, il y a une vraie fidélité qui se met en place là-dessus. Et moi, je m'étais concentré davantage sur la partie sales. En parallèle, on gérait tous les deux des comptes Facebook Ads. Et sur la partie sales, Emeric me faisait davantage confiance en fait sur le plan conversion, relation client, etc. Donc du coup, voilà, on s'est mis chacun sur nos points forts. Ça nous a permis de passer un gros cap. Et là, du coup, on s'apprête bientôt à en passer un prochain. Yes, ouais, on va peut-être pas tout dire maintenant parce qu'on n'a pas encore, on communique pas vraiment encore dessus. Mais pour revenir sur ce qu'on disait sur la partie UGC plus media buying, effectivement, la partie media buying, elle est hyper intéressante et importante dans notre business parce que tout simplement, c'est une logique économique qui est bien meilleure et qui est beaucoup plus facile que sur de la créa, puisque naturellement, en fait, il y a plus de récurrence. Toi, quand t'es un annonceur, tu vas aller voir une agence de media buying, tu vas lui confier tes budgets et ça va devenir un vrai partenaire que tu vas garder sur le long terme. En tout cas, c'est la tendance. La majorité des marques pensent comme ça. Alors que sur la créa, en fait, tu peux prendre une agence créa si tu veux, mais tu peux aussi en prendre 2, en prendre 3, en prendre 8, en prendre 10, selon ce que tu dépenses pour tester un petit peu de tout. Donc au final, sur le media buying, c'est peut-être plus difficile de rentrer sur des gros clients, mais une fois que tu rentres sur un client, normalement, si tu fais pas de conneries, c'est assez facile de fidéliser. Sur la partie créa, même si on est sur de l'abonnement majoritairement, il y a quand même peu de fidélité dans le sens où on va produire des créas pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, et au bout d'un moment, le client va peut-être estimer qu'il a cette créa ou qu'il veut tester d'autres concepts que l'UGC ou qu'il veut nous mettre en concurrence avec une autre agence. Donc voilà, la partie media buying, elle est beaucoup plus intéressante d'un niveau business là-dessus. Et après, au-delà du niveau business pour nous, niveau business pour le client, quand on a le media buying plus la créa qui est gérée par la même agence, en fait, nous on maîtrise quasiment toute la chaîne de valeur et en plus, on a beaucoup plus on est beaucoup plus skin in the game, c'est-à-dire que on peut pas faire le traditionnel discours d'agence media buying. Ah bah non, ça marche pas, c'est la créa. Ou le traditionnel discours d'agence créa. Ah bah en fait, on sait pas pourquoi ça marche pas, c'est le media buying qui doit pas être bon. Au bout d'un moment, c'est l'objectif, c'est de gérer le plus de choses nous-mêmes pour que les clients puissent vraiment nous tenir pour responsables de la performance, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Ouais, complètement. Et je dirais même que c'est un de nos 3 points forts. En tout cas, quand je parle de points forts, je parle des retours que les clients nous font sur les raisons pour lesquelles ils ont choisi de travailler avec nous plutôt qu'avec avec d'autres. Et nous, on a identifié 3 points. Donc, il y a celui qu'Emeric vient d'évoquer. On a récupéré pas mal de clients qui avaient bossé avec des très belles agences pourtant. Mais le reproche, c'était toujours le même. C'était que il manquait un accompagnement créa pour ces agences qui les accompagnaient sur la partie social ads. Et eux, ils avaient vraiment besoin de ça en fait. C'est-à-dire que comme sur la partie media buying, la marque se repose beaucoup finalement sur son agence. Du coup, elle veut avoir davantage de temps pour échanger sur la partie créa. Parce que donc nous on produit des UGC, mais on a une vraie expertise créa au global, on va dire. Et c'est important en fait pour les marques qu'on puisse les orienter, même si c'est pas forcément nous qui vont produire une partie des créas, et qu'on puisse leur dire nous voilà ce qu'on a observé,
ce qu'on a analysé, interprété, et voici nos recommandations. On se rend compte aujourd'hui que les marques, elles veulent ça, en fait. Elles veulent qu'il y ait cette implication et cette réflexion créative dans l'appréciation de media buying. Et nous, du coup, avec KickAds, on allie un petit peu voilà ces deux choses qui sont totalement connexes. Et voilà. Et donc, comme je le disais, c'est un des 3 points forts qu'on a identifiés. Avec la taille de la structure, on se rend compte que même finalement des grosses marques, finalement, elles sont pas forcément en recherche de grosses agences avec 100 personnes. Au contraire, elles veulent une relation de proximité. Et ça, elles savent que cette relation de proximité, elles peuvent pas l'avoir dans une agence où il y a tellement de monde que tout est très industrialisé. Et le 3e point fort, c'est que alors c'est moche parce que c'est pas forcément, ça reflète pas forcément une réalité, mais le fait que il y a un gars de 43 balais qui a quasiment 10 ans d'expérience en Facebook Ads, ça rassure beaucoup. Le côté senior. Le côté senior, comme je l'ai dit, ça reflète pas forcément les réalités parce que je suis pas du tout meilleur en Facebook Ads que Emric. Et Bilal, qu'on a recruté récemment, je suis à peu près certain qu'à la fin de l'année, il me dépasse de loin. Techniquement, c'est quelqu'un de très bon et c'est quelqu'un qui apprend très vite. Mais en tout cas, voilà, c'est de la valeur perçue, on va dire. Non, bien sûr, ça rassure. Sur ça, moi, je me souviens quand j'étais en agence, c'est le premier point que les clients cherchent, c'est de l'expérience, un côté senior. Et souvent, dans les grosses agences, il y a un junior, un senior, un TL, pour montrer que qu'il y a une team. Ouais. Ouais, et il y a un autre point aussi, qui a fait que qu'on a réussi à signer certains clients, c'est que je vais être un peu méchant, mais la majorité des agences font mal leur travail ou font pas leur travail. En termes de créa, en termes de media buying. En fait, justement, ils vont pas au-delà de ça. Ils font pas ce qu'on appelle l'extra mile. Quand tu les engages pour faire du media buying, ils vont faire du media buying et ils vont pas te faire de recommandations vraiment stratégiques. Ils vont se contenter de faire du media buying, de le faire très bien parfois, mais ils vont pas vraiment aller te proposer d'autres angles marketing, te dire là faudrait peut-être tester des nouvelles landing pages, faudrait peut-être tester du whitelisting, des trucs dans le genre. Ça, ils vont pas le faire. Ils vont se contenter de gérer le day to day sur les campagnes. Et au final, tu te rends compte que ils vont te faire la reco du début, ils vont mettre en place les campagnes. Et après, 1 an ou 2 ans après, tu te rends compte que finalement, il s'est pas passé grand-chose en 1 ou 2 ans. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, si nous, on pouvait se concentrer idéalement que sur la vraie valeur qu'on peut apporter à nos clients, en fait, on aurait une agence qui serait une agence de marketing et dont la vocation, ce serait d'accompagner nos clients sur la définition de leur KPI, comment les calculer, comment les accompagner à tous les niveaux de leur croissance e-commerce. Le problème, c'est que vu comment fonctionne l'être humain, t'es obligé toujours de faire un calcul valeur réelle et valeur perçue. Et pour la valeur perçue, on se met en avant sur nos expertises de fond et de base qui sont les social ads et la créa. Mais il y a aucun client de KickAds qui n'est pas accompagné et conseillé de A à Z sur toute sa stratégie, que ce soit marketing, d'acquisition, CRO. On essaye vraiment d'être présent pour nos clients sur tous les aspects de leur business. C'est hyper intéressant. Comment ça se passe du coup un onboarding chez KickAds? Si je suis un client et que je viens chez vous, la première étape, c'est quoi? Justement, la première étape, c'est qu'on a on a créé un tableau, en fait, qui permet à un client de renseigner des informations phares sur son business, sur, par exemple, sa marge brute ou ce genre de trucs. Et à partir de là, on va générer de manière automatique, grâce à des formules, le coût d'acquisition cible. Là, on l'a même retravaillé cette semaine un petit peu avec Emric, mais on s'est penché sur le MER, on s'est penché sur le POS. En fait, quelque chose d'assez simple qui peut générer des datas ultra cruciales et stratégiques, qui pour nous représente le point de départ d'une collaboration, parce que sans ça, on sait pas où on va. Et en fait, avec Emric, on a remarqué que trop de fois, des clients et même des fois des grosses marques, des belles boîtes, ils ont une idée approximative de leur KPI. Mais avoir une idée approximative de ces KPI, c'est le meilleur moyen de perdre des milliers d'euros. Donc, on commence par là.
Ok, donc KPI, je sais à peu près combien je peux aller chercher. Deuxième étape, qu'est-ce que c'est? Alors, deuxième étape, c'est assez classique. On va auditer le compte Facebook Ads, en tout cas quand c'est un client Facebook Ads. En fait, le process est assez différent en fonction de si on onboard un client en Facebook Ads ou si on l'oriente sur la partie UGC. D'ailleurs, tu as partagé un audit sur LinkedIn il n'y a pas longtemps sur c'était quoi d'ailleurs? C'était comment bien auditer toute la partie créa, c'est ça? Ouais, exactement. En fait, alors, je suis désolé, Aymeric, je suis obligé de vendre un tout petit peu la mèche quand même, là, sinon c'est compliqué. On va avoir une exclue, c'est ça? Ouais, peut-être. Vas-y, je te laisse le faire, pas. Julien. Là, en fait, on est en train de faire évoluer notre business et sans rentrer dans tous les détails du truc, on va avoir une entité qui va être 100% créa social ads, qui va pas faire que du UGC. Parce que même nous, on est assez honnête et on veut encore une fois amener un maximum de valeur à nos clients, donc on peut pas défendre la thèse selon laquelle le format UGC est révolutionnaire, il change tout et il écrase tous les autres formats. C'est pas vrai. Le fait est que en ads, qu'on parle d'audience ou de créa, il faut couvrir le champ des possibles. Il faut avoir une stratégie d'entonnoir parce que c'est comme ça au final qu'on va identifier ce qui fonctionne le mieux. Donc faire du global au niveau de la créa. Exactement, okay. Complètement. Et du coup, avec Aymeric et avec Bilal, on a tous les deux passé pas mal de temps à travailler sur un truc qui, pour nous, en tout cas, si ça existe, désolé pour ceux qui l'ont fait, mais nous, en tout cas, on a vu qu'il y avait plein d'agences qui avaient sorti des audits Facebook Ads, Google Ads, machin, truc, mais un vrai audit hyper complet sur la partie créa, moi, j'ai vu ça nulle part. Donc du coup, on a passé beaucoup de temps à pondre un truc ultra riche, ultra complet, avec beaucoup d'étapes. C'est, je pense, beaucoup d'heures de travail, et je parle pas de la création de l'audit en lui-même. Je parle de vraiment réaliser cet audit-là. Je pense que c'est un vrai gros travail de le faire pour une marque. Et l'objectif, en fait, c'est de vraiment pouvoir amener des éléments très concrets à une marque sur la partie créa social ad. C'est-à-dire quelle est sa fréquence exacte de renouvellement de créa sur une période donnée, son niveau de dépense, son niveau de fatigue publicitaire. Du coup, est-ce que sa fréquence de renouvellement de créa, c'est la bonne, ou est-ce qu'au contraire, faut diminuer ou augmenter, et donc être capable de lui donner cette information-là. Et surtout lui dire, ok, si par exemple il faut que tu augmentes la fréquence de renouvellement de tes créas, sur plutôt quel format publicitaire et quel type de créa tu dois te concentrer en fonction des datas que nous on a identifiées. Et est-ce qu'il y a des formats publicitaires ou des formats créa que tu n'as pas testés? Et dans ce cas, il faut les tester. Question très bête. Alors, qu'est-ce que c'est un bon UGC? Voilà, ça c'est plus une question pour les mecs. Alors en fait, si je peux me permettre, Permets-toi. La question, en fait, c'est la bonne question, c'est qu'est-ce qu'une bonne créa, puisque l'UGC, en fait, c'est rien de plus qu'un format de créa publicitaire. Je vois beaucoup, surtout sur LinkedIn, qui est le royaume de l'authenticité. Je vois beaucoup de mauvaises conceptions de l'UGC qui disent si tu fais de l'UGC, tu vas multiplier tes ventes par 3. On a des ROS de 5, de 8, C'est compliqué de promettre des chiffres sur oui. J'ai même lu quelqu'un qui promettait de multiplier le ROS par 7. Donc bon, bref. Là-dessus, en fait, ça prouve juste qu'il y a beaucoup de personnes qui savent pas de quoi elles parlent. Mais pour en revenir à la question, qu'est-ce qu'une bonne créa? En fait, ça va surtout être au niveau des angles marketing que ça va se passer. Il faut vraiment faire une analyse complète de l'audience ou des audiences différentes, des différents personas de la marque, analyser leurs problèmes, analyser leurs aspirations, et voir en fait où la marque se situe et voir du coup quel angle marketing va fonctionner sur quel persona. Par exemple, il peut y avoir un angle marketing très simple pour une marque premier prix qui est de dire voilà, nos produits sont pas chers. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, ça peut marcher sur certaines audiences et ne pas marcher sur d'autres. Et donc le but c'est vraiment de tester tous les angles marketing possibles, d'appuyer sur vraiment tous les bénéfices possibles de la marque, essayer de lever toutes les objections possibles, et on va vraiment traiter ça par angle marketing. Et ensuite, on va voir quels angles fonctionnent, et on va reprendre cet angle-là
pour faire des créas. Et là, ça peut être des créas multiformats, ça peut être de l'UGC, ça peut être de la vidéo un peu plus produite, ça peut être de la réadaptation de contenu qui est déjà existant, ça peut être des statiques. Donc voilà, ça c'est vraiment le côté stratégique. Maintenant, sur le côté format, que ce soit sur l'UGC ou sur n'importe quel type de vidéo, comme beaucoup de gens le savent maintenant, le plus important c'est le hook. Donc ça va être les premières secondes de la vidéo qui font qu'une vidéo est regardée ou non. Parce que tu peux faire une très très bonne vidéo qui va te coûter 2-3 000 euros avec un budget, des caméras, des acteurs, etc. Si au début c'est éclaté que personne regarde, ça sert à rien. Ça. Exactement. Si tu mets en intro ton logo avec le nom de ta marque, en fait, désolé, mais tout le monde s'en branle de ta marque. Tout le reste, ouais. Donc voilà, tu as juste lâché 2 000 euros pour une vidéo que personne ne verra, même si tu dépenses 10 000 balles en budget publicitaire sur ta vidéo. Donc le plus important, c'est le hook. Et après, en fait, il y a différents frameworks qui existent, qui sont testés et prouvés pour faire des bonnes vidéos publicitaires. Le plus simple, ça va être le classique problème-solution. Et après, selon le produit, tu peux l'adapter, tu peux faire problème, solution, démonstration et call to action. Voilà, l'important vraiment, c'est soit d'insister sur un problème, une solution, soit d'insister vraiment sur des bénéfices que va apporter le produit à la personne qui va l'utiliser. L'important, c'est vraiment que l'utilisateur qui va voir la vidéo puisse se mettre à la place de l'acteur ou du créateur de contenu et se dise « Ok, bah, j'ai exactement le même problème, cette marque, elle m'a comprise, donc ça attire mon attention, je vais aller voir ce que ça raconte. » Ou alors, insister pas forcément sur le problème, mais sur les bénéfices, parce que malgré ce qu'on peut dire en marketing, il y a des produits qui répondent pas à un vrai problème, mais qui sont plus du loisir ou des choses comme ça. Et là-dessus, on va insister vraiment sur les bénéfices. Est-ce que ce produit, il va me rendre plus heureux, par exemple? Est-ce que ça va me permettre de me divertir? Et du coup, là, on va vraiment insister sur l'utilisation, le bénéfice apporté. Et le principe est exactement le même. Le but, c'est que la personne se reconnaisse dans la situation qu'on voit dans la publicité et se dise putain, ça pourrait être moi, ça. J'aimerais bien faire ça. J'aimerais bien avoir ce produit-là. Donc vraiment, le plus important, c'est l'identification. Donc avoir un acteur ou un créateur de contenu qui correspond au persona et mettre en lumière en fait un problème ou des bénéfices que cette personne pourrait, un problème que cette personne pourrait avoir ou des bénéfices que cette personne pourrait rechercher. Et en général, en faisant ça, on se trompe rarement. Ouais, c'est difficile de trouver un bon créateur ou créatrice de contenu en UGC. Beaucoup plus qu'on le pense, parce qu'aujourd'hui, en fait, il commence à y avoir pas mal de créateurs et créatrices UGC. Je voyais sur Malte, il y en a pas mal maintenant qui, il y a la bannière expert UGC, créatrice. Ouais, sauf que le problème, c'est que il y a 90 voire même 95% des créateurs UGC qui ont le même profil, qui sont des créatrices UGC, donc des femmes entre 18 et 25-30 ans. Ce qui est pas le profil le plus recherché en fait. Tu veux dire qu'en gros, par exemple, si j'ai un produit qui va s'adapter qui est plus pour les seniors, bah, l'idée c'est de faire participer une senior pour le côté UGC, c'est ça? Ouais, ce qui est plus difficile à trouver pour le coup. Mais ouais, du coup, il y a énormément de profils sur la tranche 18-25 ou voire 18-30. Sauf que la majorité des marques, en fait, elles ont plutôt des cibles légèrement plus âgées, tout simplement parce que c'est des personnes qui ont des moyens plus importants, qui ont un meilleur pouvoir d'achat. Donc, il y a ce décalage en fait entre l'offre et la demande sur ce marché-là. Donc c'est pas si facile que ça de trouver des créateurs ou des créatrices. Comment vous faites, vous, par exemple? Nous, en fait, on est là déjà depuis 1 an et demi. Ouais, non, hyper intéressant. Et du coup, c'est compliqué de trouver des bonnes créatrices ou des bons créateurs UGC? En fait, sur le profil 18-30, on va dire, c'est pas si difficile que ça parce qu'il y en a beaucoup. Maintenant, faut être capable de faire le tri quand même. Vous avez un modèle de sélection En fait, nous, on va regarder plusieurs choses. On va regarder si la personne s'exprime bien face à la caméra, si y a un minimum de jeu d'acteur, parce que si c'est pour réciter un texte sans le jouer, bah ça marche pas en fait. Question hyper concrète, parce que
ils ont un script, ils ont le téléphone où ils lisent un texte. Comment ça se passe? Ouais, en fait, on va écrire le script vraiment mot pour mot. Ok. Ouais. Ça, il y a 2 teams là-dessus. Il y a la team authenticité. Il faut pas écrire un texte mot pour mot parce que sinon ça fait pas naturel. Tu peux arriver après à quand même bien le jouer. Je sais que j'avais fait une formation avec une école et c'était mot pour mot scripté. Mais quand tu lis le texte, t'arrives quand même un peu à passer outre et c'est que ça matche mieux. Ouais, exactement. Pour rien oublier, de toute façon, t'as pas besoin, t'es obligé de faire un script. T'es obligé de scripter et sûr. quand tu le fais pas, ça se ressent. Ça se ressent, ouais. Y en a où, enfin, tu l'entends à la voix off. Tu vois qu'elles ont filmé les rushs et qu'ensuite elles font la voix off sans préparation derrière. Qu'il y a des hésitations, que y a des moments de flottement. Ouais. En fait, nous, on écrit les scripts au mot pour mot, même pas que pour ça en fait, parce que au montage, ça, à la limite, on pourrait passer outre. On écrit ça tout simplement parce que on va analyser les différents bénéfices qu'il faut mettre en avant, les différents arguments marketing et même les différents mots en fait qu'il faut utiliser parce que la majorité des marques vont communiquer sur certains mots et pas sur d'autres. Donc c'est assez important au final pour nous de faire ces scripts mot pour mot. Parce que on a testé les 2 méthodes et quand tu donnes pas un script mot pour mot, que tu dis tu peux prendre un peu de liberté, 9 fois sur 10, voire 10 fois sur 10, il y a des trucs qui vont pas et il faut le refaire parce que le créateur a pris des libertés sur des trucs trop importants et met en avant un bénéfice qu'on voulait pas mettre en avant ou le met en avant d'une façon qui marche pas. Mais d'ailleurs, parfois, je t'ai vu faire même des vidéos. Peut-être que je me trompe. Mais tu me dis, il me semble, il y a peut-être 6 mois ou 1 an, j'avais vu une vidéo. Il y a un moment, il y a 1 an peut-être. Pour du code de la route. Ouais, exactement. Je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, c'est ce qu'on disait avec Julien tout à l'heure. Au début, on faisait tout nous-mêmes. Quand je dis tout, c'est vraiment la créa tout. Aussi. La créa aussi. On se filmait nous-mêmes. On filmait nos familles, nos amis qui acceptaient de tourner dans les pubs. Et du coup, j'avais donné de ma personne. J'avais fait quelques pubs. Elle était très bien faite, d'ailleurs. C'était laquelle que t'avais vue? Ouais, c'était une pour le code de la route. Ok, ouais, j'en avais fait quelques-unes. Je saurais pas te dire exactement j'ai plus le hook en tête, mais je sais que j'ai dit, je le connais, il est sur LinkedIn. Et ouais, exactement. Et ces pubs, elles ont tourné. On n'avait pas accès au compte publicitaire, donc je connais pas exactement les perfs, mais ces pubs, je crois même que c'était sur du YouTube. Hein. Je t'avais vu. Ouais, elles ont tourné aussi sur YouTube et elles ont tourné pendant, franchement, entre 6 mois et 1 an. Donc, j'imagine que les perfs étaient pas trop dégueux. D'ailleurs, c'était ma question. Est-ce que vous avez eu des use cases par rapport à une créa ou un framework que vous avez testé qui a en fait tout explosé? Ouais, on a quelques case studies qu'on met en avant. Là, tout de suite, j'ai pas les chiffres en tête, mais on en a un, par exemple, pour la marque Le Fourgon, qui est assez connu sur les réseaux sociaux et dans le domaine des UGC parce qu'il bosse avec tout le monde. Et c'est mon use case préféré personnellement parce que sur ce compte-là, on a été mis en concurrence du coup avec tout le monde. On a été mis en concurrence avec pas mal d'autres agences UGC dont je tairai les noms et des créateurs en direct et des vidéos faites en interne un peu plus produites. Et au final, ça fait 6 mois qu'on travaille en récurrent avec Le Fourgon et les vidéos fonctionnent bien. Et j'ai plus les stats exactes en tête, mais sur cet été, il y a 2 de nos créas qui avaient obtenu les meilleurs perfs et pas loin de dépenser la moitié, voire un peu plus de la moitié du budget. Donc voilà, on a quelques use cases comme ça aussi pour quelques autres marques que j'ai plus forcément en tête, mais mon préféré c'est celui-là. Pour donner des conseils à ceux qui vont se lancer en UGC, est-ce qu'il y a je fais une créa, je vais challenger le hook en créant peut-être, je sais pas, un hook 1, un hook 2. Est-ce que ça vous arrive d'avoir une seule créa avec une trame que vous gardez, mais vous allez changer la fin? Alors, vous allez un peu intervertir des... Tu parles pour une marque, du coup, quand tu dis quelqu'un qui veut se lancer en UGC, on parle plutôt d'un créateur ou plôt d'une marque? Non, par exemple, ouais, pour une marque, en gros, je fais ma pub, ma vidéo. Est-ce que vous allez vous dire, ok, ce passage on le garde, ça on l'enlève, on le met un petit peu... C'est un vrai sujet, ça. Du coup, même avec Aymeric, on en parle parce que Aymeric travaille sur une formation UGC,
mais qui va plus s'adresser justement aux créateurs de contenu juniors ou en devenir. Et on n'a pas du tout avancé dessus, mais on a en réflexion aussi une formation UGC peut-être qui s'adresse plus aux marques et qui du coup repose davantage sur le process sur lequel on a travaillé pendant 1 an et demi en définitive. Et si du coup on s'adresse à une marque, moi ce que je peux te dire, en fait ça revient un petit peu à ta question de tout à l'heure sur qu'est-ce qu'un bon UGC. Et donc je suis d'accord avec Aymeric, il n'y a pas un type de UGC qui peut plier le game par rapport à un autre type de créa, parce que ça dépend beaucoup du business de chacun. La saisonnalité. Voilà, c'est ça. Mais d'une manière un petit peu générale sur le thème des UGC, si on veut répondre à la question qu'est-ce qu'un bon UGC, en fait, on peut quand même répondre à cette question-là, parce qu'il y a des mauvais UGC. Et un mauvais UGC, c'est un UGC qui est soit tourné avec des acteurs en studio, etc. Ou c'est trop flagrant que... Voilà, parce que en fait, je suis une marque qui est très flippée par le côté trop authentique du UGC, et moi, je veux diffuser mon ADN de marque dedans. Donc, je veux pas m'adresser forcément à des créateurs, etc., qui vont faire quelque chose peut-être un petit peu sale de ma perception des choses. Donc, je vais m'adresser à quelqu'un qui va me faire un UGC+. Et le problème de ça, c'est que quand tu veux faire du branding et de l'acquisition dans une même créa, souvent tu n'atteins aucun de ces deux objectifs, parce que c'est justement par nature un UGC est justement quelque chose d'authentique et ça fonctionne pour ça. Donc le premier conseil que je donnerais à une marque, c'est déjà de pas se tromper en fait, si elle veut faire du UGC, qu'elle fasse vraiment du UGC. Et le deuxième truc, ça revient aussi à un point que vous avez abordé avec Aymeric tout à l'heure, c'est quand on parlait du script, du fait de spécifier ce que devait dire le créateur, le côté script. C'est pas seulement une guideline pour le créateur, c'est aussi que on pourrait pas vendre nos prestats UGC sans ça. Nos clients pourraient pas, parce qu'en fait il y a une telle crainte, je pense, sur ce format publicitaire par rapport à d'autres formats publicitaires. Nous, on doit beaucoup évangéliser, en fait. Et ça serait quoi la crainte? Que ça marche pas, que... La crainte, c'est pour le client, c'est de pas maîtriser ce qui l'image va se passer derrière dans la vidéo. Ouais. Voilà, c'est de pas maîtriser ce qui va se passer dans la vidéo. Donc, du coup, nous, au niveau de notre process, c'est très poussé, en fait, et c'est basé sur toute l'expérience qu'on a à la fois sur le côté sales, donc sur le côté relation client, les craintes qu'on a identifiées, les objections qu'on a dû lever au fur et à mesure, et l'expérience qu'on a eue aussi avec les créateurs et ce qui a fonctionné sur nos vidéos. Donc voilà, si je devais donner des conseils par rapport à ça, c'est première chose, se poser les bonnes questions. Qui sont mes concurrents? Est-ce qu'il y a des objections à l'achat pour mon type de produit ou de service? Parce que quasiment toutes les marques qui veulent faire du UGC ou qui veulent faire de la créa en général se posent pas la question, elles pensent acquisition. Mais on peut aussi produire des créas pour répondre à des problématiques en termes de retargeting. Donc, est-ce qu'il y a des objections sur mon business en termes de produits ou de services? Je trouve que c'est d'autant plus pertinent UGC que le UGC, c'est un très bon format, je pense, pour le retargeting, parce qu'on peut amener énormément de réassurance dans ce format-là. Donc voilà, se poser les bonnes questions, mes concurrents, mes objections à l'achat, vocabulaire, whitelist, blacklist. Ça aussi, c'est important, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles c'est important de faire un script. Parce que nous, quand on travaille sur un projet pour un client, on va essayer autant que possible de s'approprier le territoire métier de ce client-là. Mais forcément, sur le plan législatif ou autre, il y a des choses qu'on maîtrise pas. Donc le fait de tout scripter, ça permet aussi au client de valider des trucs ou d'invalider des trucs. Une fois que c'est tourné, c'est trop tard. Donc nous, dans notre process, on a un formulaire avec une dizaine de questions et on demande à nos clients de remplir ce formulaire pour pouvoir Qu'est-ce que tu veux exactement, qu'est-ce que tu ne veux pas. Exactement. Le champ lexical qui est, à mon avis, obligatoire. Exactement, ouais. Complètement. D'ailleurs, j'ai pas tout en tête, mais on a quoi? Donc on a la concurrence, les objections éventuellement pour acheter le produit ou accéder au service. Le message à la fin. Le vocabulaire, on a quoi d'autre? Les arguments de vente. Les arguments de vente. Les arguments de vente les de avis. chaque produit. Les avis clients, très important. Ouais. Franchement, honnêtement, on pourrait limite se passer de tout le reste si on avait pour chaque client une liste de minimum 150-200 avis, parce que juste en analysant ça, en fait, on voit tout. On voit tous les arguments de vente, on voit tout ce qui plaît aux clients, on voit tout ce qui leur plaît pas.
et même en analysant les avis clients des concurrents. On voit aussi ce qui plaît pas chez les concurrents. On peut comparer ça avec les avis clients de la marque, et comme ça on peut voir les points forts et les points faibles d'une marque par rapport à ses concurrents, et en fonction de ça en fait on peut insister sur tel ou tel argument. Pour revenir à ta question de tout à l'heure sur les hooks, est-ce qu'on conseille de faire plusieurs hooks par vidéo? Oui, c'est même pas une possibilité, c'est une nécessité. Ah, vous allez en tester plusieurs? Ouais, parce qu'en fait, le hook, c'est tellement important. Si tu rates ton hook, tout le reste de ta vidéo, tu peux le foutre à la poubelle. Elle sert à rien. Donc, tu peux pas prendre le risque d'utiliser un seul hook pour ta vidéo, parce que sinon, en fait, ouais, si tu le rates, tout le reste sert à rien. Donc, on en teste plusieurs, parce que personne à la science infuse. Il y a certains types de hooks qui vont bien fonctionner quasi à chaque fois. Tu as des exemples de hooks, on va dire les standards que vous mettez en place? Alors, en fait, il y a un sujet qui marche toujours sur le hook, c'est l'argent. Okay. Dès que tu parles d'argent, ça marche très bien. Donc, première phrase, on parle d'argent. Pas nécessairement, mais par exemple, on a un client qui fait de la garde d'enfants, et un angle qui a très bien fonctionné, c'est de casser le mythe de la garde d'enfants, c'est très cher. Et en fait, juste en faisant des hooks, on montre des billets, on montre des créatrices de contenu qui jettent des billets par terre, qui jettent des billets à la poubelle, qui en sèment comme le petit pousset, ou alors des portefeuilles vides, ou alors même des portefeuilles pleins, en disant tu penses que la garde d'enfants c'est très cher, t'as tort et je te montre pourquoi. C'est vrai ce que tu dis, parce que j'avais vu une vidéo de vous sur je crois que c'était une plateforme qui faisait du ménage. C'est ça. C'est O2, on peut les mentionner. Hein. Ouais. Ok, ouais, c'était ça. Et en fait, ce qui m'a fait m'en souvenir, c'est que c'était moitié moins cher avec une souscription ou quelque chose. Il y avait une action à faire. En fait, il y a un crédit d'impôt, il y a des aides de l'État, etc. Okay. Et les gens sont pas au courant. Du coup, effectivement, ça m'avait marqué pour le coup de me dire, ok, ça peut être 50% moins cher que le prix standard. C'est vrai que c'est bien pensé. Ouais, donc là-dessus, les hooks sur l'argent, ça marche toujours. Et après, sinon, il n'y a pas vraiment de formule magique. Ce qu'il faut, c'est vraiment intéresser l'audience. Donc, sur une audience homme 18-25, tu vas pas du tout faire les mêmes hooks que sur une audience femme 45+. Parce que c'est pas deux populations qui vont réagir aux mêmes choses. Il y a des sujets universels comme l'argent qui marchent pour tout le monde, mais voilà, il y en a quand même pas des masses des sujets comme ça. Et pour des cibles comme tu disais, voilà, 40-45 ans, évidemment, on va pas commencer avec une créa très fun, enfin pas fun, mais un truc un peu plus jeune. Comment vous adaptez l'UGC à un public plus senior pour capter l'attention justement? Ouais, bah alors ça en fait, t'as tout à fait raison, c'est des mécaniques différentes. Les populations plus seniors, alors peut-être pas 45, mais on va dire au-dessus de 50, 55, voire 60, réagissent mieux à des formats plus longs, moins dynamiques, avec beaucoup de face cam. Donc ce qu'on va faire pour ces populations-là, c'est que on va vraiment faire des formats assez lents. Explicatif explicatif dans un canapé. Voilà, j'ai reçu tel produit, j'ai décidé de tester pour telle raison, et limite on va pas faire de cut dans des vidéos pour ça. Vous l'avez testé, vous avez vu que ça fonctionnait mieux sur ce cible. Okay. Ouais, complètement. Et dans des vidéos plus pour des jeunes, là il faut que ce soit dynamique, faut qu'il y ait des cuts partout, faut pas que ça dure plus de 25 secondes, on va dire. Enfin, c'est pas une règle à chaque fois. On peut faire plus si c'est intéressant. Trois façons de machin, Ouais, voilà, faut que ce soit vraiment dynamique la plupart du temps. Donc voilà, là-dessus sur les hooks en fait, comme sur le reste de la vidéo, il faut vraiment s'adapter à son public cible et faire plusieurs hooks par vidéo le plus possible d'ailleurs, parce que si t'as un hook qui a un hook rate, donc le pourcentage de personnes qui restent au moins 3 secondes sur la vidéo à 20%, c'est pas ouf. T'en as un autre à 30%, c'est très bien. Ça, vous analysez chaque KPI par rapport au créa que vous allez faire diffuser? Ouais, exactement. C'est quoi les métriques clés à regarder? Justement, t'as le hook rate, où c'est le pourcentage de personnes qui regardent au moins 3 secondes de la vidéo. Okay. T'as le hold rate,
Ça va être sur ces personnes qui ont regardé 3 secondes, combien vont jusqu'à 15 secondes. Le but, là, c'est vraiment de voir si ta vidéo, elle retient l'attention des personnes dont tu as capté l'attention. Parce que c'est très bien de capter l'attention, si tu n'arrives pas à la retenir, ça ne sert pas à grand-chose. C'est ce que je dis assez souvent, capter l'attention, c'est très facile. Oui. La retenir, c'est beaucoup plus dur, même pendant seulement 15 secondes. Parce qu'en général, on voit qu'un bon hook rate, ça commence, on va dire, à 30-35%. Ça dépend des verticales, hein, mais c'est pour donner un chiffre global. Et après, un bon hold rate, ça va être plutôt 20%. Donc ça veut dire que sur les 30-35% qui sont restés 3 secondes, il y en a seulement 20% qui restent jusqu'à 15 secondes. Et ça, c'est des résultats qui sont plutôt satisfaisants. Donc après, logiquement, plus ton hook rate est élevé, plus ton hold rate va être bas. Et le but, c'est d'avoir le plus de personnes qui regardent vraiment ta vidéo jusqu'à 15 secondes pour leur faire passer tes messages. Donc il y a ça qu'on regarde, il y a ces 2 métriques-là. Il y a le taux de clic, qui est une métrique secondaire, secondaire en fait comme le hook rate et le hold rate, mais qui est importante aussi pour voir en fait si, j'ai regardé ta créa, mais si tu me dis pas de cliquer à la fin, en fait j'ai juste passé un bon moment et je vais continuer de scroller et de regarder des vidéos de chats. Donc là-dessus, ça permet vraiment de voir à quel point ta créa donne envie d'en savoir plus sur le produit et potentiellement de l'acheter. Derrière, on analyse d'autres métriques comme le taux de conversion, bien sûr. Est-ce que les clics qu'on a apportés, les visites qu'on a apportées sont quali ? Est-ce que les gens achètent derrière ? Et après, les métriques phares qu'on va regarder, c'est toujours les mêmes. Pour du e-commerce, c'est le coût par achat, parce que c'est ça qui compte. Et on va regarder aussi le ROS dans une moindre mesure, parce que on sait que niveau tracking, de toute façon, plus on avance, plus c'est compliqué d'avoir des métriques très fiables. Mais en fait, on va quand même regarder ces 2 métriques et les comparer aux autres stats qu'on a sur le compte. Pas les prendre en tant que telles, mais vraiment les comparer aux stats des autres créas pour voir en fait si telle ou telle créa, elle va dans le bon sens par rapport à la moyenne du compte. Et après, on va faire une analyse cyclique en fait, où on va reprendre à chaque fois les top créas, on va voir ce qui a marché, on va analyser tous ces chiffres-là, on va voir où se situe le drop, par exemple, en termes de vue de vidéo, s'il se situe à 3 secondes, à 6 secondes, à 10 secondes, et comme ça, on voit en fait quelle partie n'intéresse pas l'audience, quelle partie intéresse l'audience, et on va pouvoir ajuster mois après mois, et au final, en général, au bout de 3-4 mois maximum, on commence à atteindre des stats vraiment sympas parce qu'on commence à avoir des apprentissages sur les précédentes créas qu'on a faites. Et vous avez vu un gap entre un compte que vous prenez, qui a pas d'UGC, vous arrivez, vous envoyez... On travaille avec une belle entreprise de service, c'est un de nos plus gros clients, on les gère depuis longtemps, Media Buying, et ils ont cette maturité créative. Ils n'hésitent pas à tester plein de trucs, à s'adresser à des agences très spécialisées dans différents types de formats publicitaires pour les social ads. Donc pour nous c'est génial parce que on n'a pas du tout à évangéliser ça quand on échange avec eux. Donc on a testé énormément de choses avec ce client, et le jour où ils nous ont passé une commande sur la partie UGC, on leur a livré un pack de vidéos, et ça a été le premier petit conflit en fait qu'on a eu avec ce client là, parce que ils étaient très déçus. Ils espéraient vraiment des UGC plus, des UGC studio, acteurs, etc., quelque chose de très quali en termes d'image, de son, voilà. Et à ce moment-là, on était hyper mal parce que même moi à un moment donné, je me suis demandé si on allait peut-être pas les perdre à cause de ça. Ils voulaient pas du tout diffuser les vidéos en ads, ils avaient peur pour leur image, ils avaient peur pour les commentaires sous les pubs, et après avoir longuement négocié, ils ont accepté finalement de prendre un petit pool de vidéos sur le lot qu'on leur avait fourni et de les tester. Et là, ça a été game changer. Ils ont vraiment vu, et donc nous aussi, une différence incroyable avec tous les autres formats publicitaires qui avaient été testés précédemment. Des coûts par lead historiques, c'était incroyable. Versus les autres créas qu'il y a sur le compte. Versus toutes les autres créas, même des créas vidéo de tournage de très très belles agences parisiennes qui faisaient des trucs hyper cool. On a fait des volumes de leads, des coûts par lead, et surtout une qualité lead incroyable avec ces UGC. Donc, je te dis pas que cette magie-là, on sait la reproduire, tout business confondu, tout compte confondu, mais en tout cas, là, on s'est vraiment dit, sur ce business-là, clairement, il n'y a pas à chipoter, c'est ce format-là qui fonctionne le mieux pour eux. Et moi, il y a une question que je me pose, c'est effectivement sur des marques un peu luxe. Est-ce que, moi j'ai fait des agences où parfois il y avait des clients, on va dire haut de gamme, est-ce que eux, ça peut s'adresser à eux des UGC, ou ça va être un peu complexe? Tu vois, une marque au hasard. Juste avant de laisser la parole à Aymeric,
quand on a démarré les UGC avec Émeric, on avait une idée un peu préconçue du UGC. Je pense que c'était un petit peu aussi parce qu'on voyait ce qui se faisait aux États-Unis. En fait, on s'imaginait que ça allait fonctionner que pour les e-commerçants, en tout cas que ce serait les seuls à nous adresser des commandes, et que 90% des UGC qu'on allait produire pour ses clients, ce serait de la cosmétique. Au bout de plus d'1 an et demi dans le business du UGC, on s'est rendu compte qu'on peut faire des UGC Vraiment pour tout le monde. Ça marchera pas forcément pour tout le monde. Par contre, ça a marché dans des cas de figure qu'on n'avait même pas imaginé, qu'on n'avait même pas envisagé en fait. On s'ait dit, des fois on a fait des UGC pour des business, on s'est dit, what the fuck. C'est un type de thématique un peu insolite. Ouais, bah, j'en ai plein. La mutuelle senior, Ouais. le regroupement de crédit. C'est vrai que là, pour créer une créa, on va dire, sympa, un peu fun sur ce genre de thématique, tu te poses des, c'est quoi, par exemple, sur du senior, une bonne créa que vous avez pu faire? Bah, c'est ce que disait Émeric tout à l'heure, en fait. On va pas forcément, justement, comme pour de l'e-commerce. Ou pour les crédits, par exemple. Ouais, bah en fait justement, on va pas être forcément dans des cuts très courts avec des plans qui s'enchaînent très rapidement, des vidéos rythmées finalement. À l'inverse, on va plutôt être sur quelque chose de très pédagogique où on va prendre le temps vraiment d'expliquer les choses et de rassurer. Alors que voilà, à l'inverse, pour des choses plus classiques en e-commerce, on va essayer d'être de faire des vidéos très marketées, très engageantes et très orientées conversion. Ouais, exactement. Et pour répondre à ta question sur les marques premium et les marques de luxe, des marques de luxe, on n'en a pas eu jusqu'à maintenant. Et honnêtement, je pense que c'est la seule exception, parce que voilà, l'authenticité, qui est la marque de fabrique, qui est la principale caractéristique de l'UGC. Tu pourras pas aller la chercher. Ouais, et c'est quelque chose que les marques de luxe ne prônent pas et ne veulent pas en fait. Ils veulent même pas que ce soit authentique. Ça s'entend, en fait. Voilà. Donc pour moi, c'est peut-être la seule niche, en tout cas la seule que j'ai en tête, pour laquelle les UGC seraient pas pertinents. Maintenant, pour des marques haut de gamme ou premium qui ne sont pas du luxe, ça s'entend totalement. On a eu des clients qui vendaient des produits haut de gamme. Donc quand je dis haut de gamme, c'est cher par rapport à la concurrence. Ça veut pas forcément dire des produits qui vont coûter plusieurs milliers d'euros. Mais ouais, pour des produits haut de gamme, ça marche quand même en fait. C'est juste qu'il faut être, c'est toujours la même chose. Il faut être dans la cible. Pour les marques de luxe, ça va pas marcher parce que le but, c'est de faire rêver en fait, et c'est de donner envie, c'est de faire croire à la personne que en portant ce sac Dior, Chanel, etc. Voilà, ça la fait appartenir à une certaine communauté et des gens qui sont au-dessus. En gros, bon, voilà, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est un peu le mécanisme qu'il y a derrière. Donc c'est pour ça que ça va pas marcher. Maintenant, pour des marques premium, tout dépend de ce que tu vends en fait, parce que tu peux avoir un shampoing premium par exemple. Donc un shampoing classique, ça va coûter quoi en supermarché? Peut-être 3 euros. Un shampoing premium, il va te coûter peut-être 10 euros, 15 euros. Mais tu peux le faire en UGC. Il y a la marque Horace qui vend des produits qui sont plutôt premium, puisque leurs shampoings vont coûter dans ces prix-là, je pense 10-15 euros, je veux pas dire de conneries. Et ils font des UGC et ça a l'air de plutôt bien marcher pour eux, vu le nombre qu'ils en font. Ok. C'est vrai que sur ce type de créa, moi même avec des clients, alors pour le coup, je les fais pas, c'est plutôt je les conseille, et même parfois j'ai vu des UGC fondateurs où en fait il parle et il explique pourquoi il a monté ça. C'est vrai que ça fonctionne bien. Et je suis d'accord, j'essaie toujours d'en mettre aussi dans mes comptes. Vous aujourd'hui, sur une campagne acquisition ou retargeting, quel est le volume, on va dire, d'UGC dans les ad sets? Ça c'est une question à laquelle on peut pas répondre. Parfois vous allez avoir un ad set avec full UGC, d'autres avec un carousel, d'autres une statique. Ouais, en fait ça dépend. Il y a des comptes pour lesquels les UGC marchent beaucoup mieux que d'autres, comme le client dont Julien a parlé tout à l'heure. Mais il y a aussi des comptes pour lesquels c'est les statiques qui vont mieux fonctionner, d'autres pour lesquels ça va être des vidéos beaucoup plus produites, ou même des vidéos de réadaptation de vidéos de contenu déjà existant. Donc en fait là-dessus ça dépend vraiment. Et il y a des marques pour lesquelles ça va être quasi full UGC parce qu'ils ont testé un peu tout et c'est ce format-là qui leur apporte le plus de performance. C'est hyper important ça. Quand une agence de media buying par exemple va lancer son agence créa, elle va avoir tendance à en faire des caisses et dire la créa en Facebook Ads c'est 99,9% de performance. Quand tu as une agence créa ou Snack Content qui se lance et qui est 100% orientée vidéo, elle va te dire la créa vidéo c'est ça qui froisse le game en social ads. En réalité, il n'y a aucune statistique ni pour l'un ni pour l'autre qui atteste ces deux discours. La vérité, c'est que il n'y a pas de règle. La créa, c'est 50% de la perf et 50% de technicité en media buying. C'est l'alliage des deux qui fait que. Et sur la créa, il n'y a vraiment aucune règle. Avec Émeric, on a vu de tout. On a vu des comptes où c'est les UGC qui cartonnent. On a vu des comptes où c'est la statique qui marche très fort. Alors, à titre perso, depuis le temps que je fais des Facebook Ads, et ça fait quasiment 10 ans, j'ai très peu vu des vidéos tournage vraiment exploser les perfs. Je dis pas que c'est pas bien d'en faire. Peut-être que c'est plus intéressant pour des marques déjà d'un très haut niveau qui ont beaucoup de moyens pour investir dans leur branding, et c'est bien qu'elles le fassent parce que à un moment donné, je pense que c'est aussi une étape importante. Pour commencer, c'est pas la première step. Non. Clairement, non. Ok. Ouais, pour commencer, de toute façon, en fait, tu peux, ça reste de la vidéo, donc tu peux utiliser les mêmes arguments marketing, utiliser les mêmes angles en faisant des UGC qui vont te coûter 10 fois moins cher. Donc le retour sur investissement entre la même vidéo en UGC et en beaucoup plus produite
si tu utilises les mêmes angles marketing, il sera forcément plus intéressant sur de l'UGC. Maintenant, ça veut pas dire, comme l'a dit Julien, qu'il faut pas investir dans des vidéos, des grosses productions, parce que déjà ça va apporter une certaine crédibilité. Au-delà de ça, c'est complémentaire, tu veux dire. Exactement, c'est complémentaire. Dans l'idéal, il faut faire les deux. Maintenant, pour une marque qui se lance ou alors qui est en croissance mais qui a pas encore des budgets énormes pour ses ads, c'est mieux de faire de l'UGC et ensuite de passer sur des gros formats de production et même de faire de la statique, hein, parce que en dehors de l'UGC, enfin même en comptant l'UGC d'ailleurs, la statique c'est ce qui va coûter le moins cher à produire. Tu peux produire peut-être 10 statiques, 15 statiques pour le prix d'un UGC. Donc terminé, ouais. C'est ça. Et en fait, je pense que pour une marque qui en tout cas a les moyens d'investir vraiment dans sa créa et qui veut mettre en place une stratégie créative qui a vocation à l'aider à scaler, la lettre au Père Noël, comme j'aime dire, c'est d'avoir un pack de créa dans lequel t'as tout, tu couvres le champ des possibles. Et tu viens piocher. T'as du UGC, t'as du tournage, t'as de la statique, t'as du format carousel, collection, truc, machin, bidule. Tu lances tout ça, tu identifies ce qui fonctionne le mieux. Après, l'idéal, c'est d'avoir une démarche un peu quick and dirty, où tu vas très rapidement tester toutes sortes de variantes autour de tes formats publicitaires. Et comme ça, tu resserres encore un petit peu plus l'étau sur les angles, sur les approches créatives qui fonctionnent le mieux pour pouvoir le développer. Et bah écoute, moi ce que je me dis quand je pense à ça, c'est ce serait vraiment cool qu'il y ait une agence créa qui ait ce genre de démarche, tu vois. Du coup, la question, c'est le prochain projet, c'est quoi? C'est qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Kikad? Parfaite transition, parce que c'est exactement ce que Julien vient de teaser avec ses énormes sabots. C'est le passage d'une agence UGC à une agence qui va faire tout type de créa publicitaire, tout simplement parce que nous on n'a jamais voulu faire une agence full UGC, parce que comme on l'a dit, en fait l'UGC c'est qu'un format publicitaire parmi tant d'autres. C'est un format qui a le vent en poupe, qui marche très bien, mais c'est pas le seul format qui marche très bien. Donc l'objectif c'est vraiment de faire de la statique, de faire de la réadaptation de contenu photo et vidéo, de faire des tournages un peu plus produits en plateau avec des acteurs, etc. C'est vraiment de couvrir tout le champ des possibles sur la créa, et c'est ce qu'on fait d'ailleurs déjà en ce moment avec certains de nos clients. On est en test pour le moment là-dessus, donc on n'a pas encore d'offre publique là-dessus, mais d'ici la fin de l'année ce sera le cas. Okay. Logiquement. Julien, Emeric, c'était super cool. Là, je pense qu'on peut je vais devenir un expert UGC, je rentre chez moi, je vais commencer à faire mon script. En tout cas, merci pour les conseils. Avec plaisir. Avec plaisir, c'était super cool. Merci pour l'invite. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Surtout sur LinkedIn. Vous êtes à fond sur LinkedIn, c'est vrai. Notre deuxième maison. Hein. Ouais, surtout sur LinkedIn et bientôt sur YouTube. Je les engage publiquement, comme ça, je serai obligé et j'arrêterai de procrastiner. Merci tous les deux. Merci Florent. À la prochaine. Salut, ciao. Salut.